Coucou les amis, bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Ici, on parle de science en long et en large. Et pour ceux qui sont sur cette chaîne, qui sont abonnés et qui me suivent depuis longtemps, franchement, merci du soutien. Et voilà, continuez comme ça. Surtout, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, d'un sujet qui a été assez demandé sur cette chaîne. Sous mes vidéos, j'ai vu 2-3 fois des commentaires concernant l'organisation ou alors un CV. Quelle était la meilleure façon de faire un CV? Donc, comment monter un CV qui puisse se démarquer de la masse, de la foule de CV qui sont souvent reçus lors d'une application pour un poste? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour avoir tous les détails, non seulement sur les 5 éléments qui pourraient plomber votre CV, mais également sur les bonnes techniques et les façons de faire afin d'éviter tous ces petits pièges-là qui vont faire en sorte que votre CV se retrouve plutôt sur la pile des indésirables au lieu de la pile des CV sélectionnés pour le poste. Donc voilà, tout récemment, j'ai lu une étude qui a été publiée en 2018. Je vais laisser la référence là dans la barre de description. Cette étude était basée sur les techniques de recrutement, les techniques d'analyse des CV. Une des conclusions de cette étude qui m'a vraiment marqué, c'est que les recruteurs passaient en moyenne 7 secondes, c'est-à-dire exactement 7,4 secondes sur votre CV avant de se décider s'ils allaient le garder ou s'il ne correspondait pas du tout au profil recherché. 7 secondes, c'est le temps qu'il faut pour déterminer la suite de votre vie à vous. Le recruteur, lui, il a 100 CV à observer, 100 CV à analyser et donc il va se baser sur des critères qui sautent directement à l'œil pour savoir si ça mérite maintenant qu'il s'attarde sur votre CV ou alors du premier coup d'œil comme ça, il décide si votre CV n'est pas le bon. Le premier paramètre qui va disqualifier votre CV, c'est vraiment son aspect général. Même pas ce que vous avez écrit, mais l'aspect général. Est-ce que vous avez un CV qui est aéré ou alors vous avez un CV touffu? Donc voilà, un CV aéré, vous me direz, un CV aéré, c'est quoi? Est-ce que c'est une maison où il faut ouvrir la porte et les fenêtres pour savoir si c'est aéré ou pas? Bah, c'est dans son aspect général. On parle d'une tendance en E ou en F. Donc voilà, je mets une photo là pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et du coup, dans cette étude où ils ont analysé justement le parcours de l'œil sur l'image d'un CV, vous pouvez voir, ça c'est un scan ou alors voilà, un repérage infrarouge de là où l'œil circule. Et on se rend compte que les recruteurs ont lu de cette manière-là, donc une forme de F ou alors une forme de E. C'est la manière la plus conventionnelle de lire et d'attraper très vite les informations. Maintenant, si le CV est constitué en un seul bloc, c'est-à-dire touffu avec des lignes droites qui vont du début du paragraphe à la fin sans interruption, ça fait en sorte que votre CV va avoir un aspect de bloc et on ne sait pas trop où attraper ou, j'ai envie de dire en anglais, catch the information. Tout est voilà, ça va former une espèce de bloc où il va falloir lire dans l'intégralité pour trouver l'information nécessaire. Et c'est absolument pas ce qu'un recruteur a envie de faire à ce moment-là où il se dit qu'il a encore 100 autres CV à lire. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour remédier à cela? Eh bien, il faudrait utiliser la technique des sections dans le CV. Une section, c'est-à-dire un premier paragraphe qui va peut-être parler de votre background éducationnel, où vous allez donner votre parcours, votre éducation, mais pas avec trop de détails. Vous n'avez pas besoin de dire, oui, de 2001 à 2004, j'étais à l'école primaire, de 2005 à 2006, j'étais au secondaire, où j'ai eu mon... Non, non, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous faites une section avec des titres qui vont être en gras pour indiquer le contenu de la section. Et maintenant, à l'intérieur de la section, vous allez lister avec des puces. Vous allez lister avec des puces, du coup, quels sont vos diplômes, l'année d'obtention de votre diplôme, en commençant bien sûr du plus élevé voilà, au plus ancien, et puis peut-être l'établissement où vous avez obtenu ce diplôme. Maintenant, s'il s'agit d'une thèse, que votre diplôme c'est un doctorat ou un master, à la suite juste à la suite de la mention de votre diplôme, vous pouvez mettre le titre de votre thèse, qu'on sache quel est le contenu de votre diplôme. L'utilisation de ces puces par section va donner cet aspect F ou E.
à votre CV et va le rendre plus aéré parce qu'il y aura des espaces blancs qui vont donner une impression générale d'un CV harmonieux, d'un CV aéré où les informations seront facilement détectables. Alors le deuxième critère qui semble un critère vraiment délétère pour votre candidature, c'est de vous auto-évaluer. Alors l'auto-évaluation, je vais prendre un exemple. Pour le niveau de langue, on a tendance à mettre anglais, lu, parlé, écrit. Et maintenant, pour estimer notre niveau de langue, on peut dire bon, très bon, excellent, faible. Mais ça, c'est une façon de vous auto-évaluer. Et il est bien connu qu'on a tendance à surestimer nos capacités, et surtout que l'ambition derrière un CV, c'est de paraître le mieux possible, de se faire prendre, de se faire recruter, de se faire accepter. À ce moment-là, on va un peu surestimer nos compétences, nos réelles compétences. Donc, par rapport à un candidat qui va ajouter à cette estimation de son niveau de langue un certificat, ce candidat-là sera plus crédible parce que, voilà, il y aura une entité derrière, une institution qui aura reconnu de manière internationale que, effectivement, son niveau de langue est bon, excellent ou passable. Par exemple, non, vous pouvez mettre bien sûr maîtrise de l'anglais, mais à côté mettre le certificat que vous avez obtenu qui atteste que vous maîtrisez l'anglais. Si c'est le IELTS, si c'est le TOEFL, ce genre de certificats internationaux là qui attestent de votre niveau de langue. Ça vous donne un avantage considérable par rapport à celui qui va juste dire excellente maîtrise de l'anglais. Vous pouvez dire ça, plus personne n'y croit. Donc, voilà, et c'est la même chose avec bonne maîtrise des techniques de biologie moléculaire. C'est très vague, on ne sait pas exactement quelle est la technique de biologie moléculaire que vous maîtrisez. Il y a plusieurs, je mets là une photo par exemple des différentes techniques de biologie moléculaire que vous pouvez maîtriser. Mais comment est-ce que le recruteur sait dans quel domaine vous excellez, sur quelle technique précisément vous excellez? Donc, au lieu de mettre juste biologie moléculaire, vous pouvez mettre biologie moléculaire, mais avec des puces, lister les techniques de biologie moléculaire que vous maîtrisez. Vous pouvez mettre extraction ADN génomique ou RNA. Vous mettez Gene Expression, CRISPR, Real-Time PCR ou PCR. Vous listez précisément les techniques que vous maîtrisez parce que ça pourrait être de la cytométrie en flux que vous considérez vous comme une technique d'excellence de biologie moléculaire, alors que ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui maîtrise CRISPR-Cas9. Donc à ce moment-là, il faut être précis dans les techniques que vous dites maîtriser et donc les lister. De même, un autre exemple avec analyse biostatistique. Vous pouvez mettre analyse biostatistique ou bien maîtrise des logiciels d'analyse biostatistique et vous restez là dans le vague. Et pourtant, on veut sur le projet quelqu'un qui puisse être un programmeur, qui puisse utiliser R, qui puisse utiliser Python, qui puisse utiliser des logiciels un peu plus sophistiqués, un peu plus techniques que simplement GraphPad. Du coup, vous qui maîtrisez juste votre GraphPad, vous n'êtes pas vraiment compatible et c'est peut-être lors de l'interview qu'on pourrait se rendre compte que vous aurez perdu du temps à tout moment. Et en plus de cela, vous aurez moins de chances d'être préféré à un autre CV où il y aura mentionné exactement la technique d'analyse biostatistique qu'il maîtrise. Donc, s'il met maîtrise de R avec, entre parenthèses, un certificat obtenu par Coursera ou par EDX, à ce moment-là, celui-là va être choisi au dépit, son CV va être choisi au dépit du vôtre. Donc voilà, pour vous donner plus de chance, essayez déjà d'obtenir des certificats qui puissent attester de toutes vos différentes maîtrises, vos différentes compétences. Et à ce moment, vous aurez un CV qui sera à tous les coups préférable aux autres CV. Un autre point qui peut être déterminant, c'est la spécialité. Voilà, il faut déjà dès l'entête mentionner quel est votre niveau, votre spécialité. Donc juste après votre nom, on doit connaître votre domaine d'expertise, votre spécialité, identifier directement quel est le poste auquel quel est le poste que vous voulez briguer. Donc ça doit être des informations directement détectables. On n'a pas besoin de chercher. Maintenant, pour ce qui est de la photo, ça dépend des écoles. Il y a les anglo-saxons ou les francophones. Dans le système, par exemple, dans un système européen, par exemple, avec, je crois, Euro Access, la photo est demandée, c'est un truc obligatoire
dans ce format de CV, vous devez mettre votre photo. Dans le système anglo-saxon, avec les débats sur les genres, masculin, féminin, transgenre, binaire et tout, la photo n'est peut-être pas nécessaire et même souvent pas indiqué du tout de mettre cette photo-là, et même son genre, ça devient problématique. Donc voilà, selon le système dans lequel vous évoluez ou alors le système où vous voulez évoluer, vous allez adapter votre CV. Un autre point qui n'est pas très favorable à votre CV, c'est d'indiquer la mauvaise compétence. Juste à la suite justement de cette spécialité-là, il faudrait que la spécialité ou alors les compétences que vous listez soient directement en rapport avec le poste que vous briguez. Voilà, vous avez certainement de multiples compétences, mais est-ce que toutes ces compétences seront utiles pour le poste que vous voulez obtenir? Pas besoin de surcharger son CV avec des compétences superflues qui vont venir plutôt noyer l'information essentielle, mais vraiment calquer les compétences nécessaires sur l'appel d'offres. Souvent, on dit on a besoin d'un technicien qui connaisse les techniques de dépistage en parasitologie ou qui connaisse les techniques d'immunohistochimie. Voilà, à ce moment, il n'est pas absolument nécessaire de remplir le CV avec les compétences de programmation, de tous les logiciels et autres que vous connaissez qui n'ont rien à voir avec ce profil d'histotechnologiste qu'on recherche. Voilà, non seulement ça permet d'alléger le CV, mais en plus, ça fait en sorte que le recruteur repère directement que vous êtes conforme au profil recherché et ainsi qu'il garde votre CV sur la pile qu'il faut. Voilà, et un autre point négatif, ça peut être les CV, que votre CV soit fermé. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas la notion, la section intérêt. Le fait de ne pas avoir d'intérêt, de ne pas être enclin à l'apprentissage de nouvelles choses, de ne pas montrer d'intérêt autre que tout ce qui serait lié au poste, ça fait de vous quelqu'un d'un peu fermé. Cet intérêt pour l'apprentissage pourrait ressortir dans la section compétences. Rien qu'en regardant vos compétences, on peut savoir si vous êtes quelqu'un qui peut s'adapter, qui peut se renouveler, qui peut faire des mises à jour de manière fréquente. Comment cela? Parce que si vous avez une compétence, disons, avec l'utilisation d'un logiciel, et que dans le CV, vous mentionnez ce logiciel, mais qu'on voit que la version, c'est une version qui date de 2002, et vous dites, oui, je maîtrise le logiciel telle version 2002, à ce moment, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'est pas très enclin à apprendre et à se mettre à jour. Et ça fait de vous un peu quelqu'un de dépassé par la nouveauté, par l'avancée technologique. Donc, on va se dire, OK, moi, préférer un qui va être plus spécifique. Donc, au niveau des compétences, si on dit qu'on maîtrise un logiciel, qu'on maîtrise voilà, une technique, ce serait plus avantageux pour vous de détailler et de mettre la dernière version à jour de cette technique. Et voilà, un dernier point, c'est l'appartenance à des sociétés savantes. Surtout pour les sciences, c'est vraiment pour les scientifiques. Le fait d'appartenir à des sociétés savantes, ça renforce votre crédibilité dans le domaine. Le fait, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui suit, qui est au fait de l'actualité et en plus qui échange avec les autres experts, donc forcément qui aura des contacts qui pourront être utiles à la propension de l'entreprise. Voilà, commencez déjà à envisager de donner de votre personne pour la recherche scientifique. Ce n'est pas forcément une société ou une organisation physique, hein. Ça peut être votre implication en tant que reviewer, en tant qu'éditeur invité à collaborer sur un éditorial pour un journal. Ça, ce sont des compétences que vous pouvez lister et qui montrent que voilà, vous êtes un expert et vous êtes souvent contacté comme consultant ou voilà pour votre expertise, pour votre niveau de connaissance. Et c'est un point en plus dans votre essai général. Donc, c'était tout pour ce qui était des éléments qui pourraient plomber votre CV et également à côté, comment rectifier cela afin que vous ayez le meilleur CV possible. Et voilà, maintenant, s'il y en a d'autres en commentaire, vous pouvez compléter la liste, hein. C'est tout ce que j'aurais trouvé au fil des lectures et des expériences. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo et on se reprend du coup pour une autre vidéo la semaine prochaine. Tchuss!